Bonjour à tous, bienvenue pour ce séminaire sur le bilan fluide frigorigène 2021. C'est un plaisir d'introduire cette séance. C'est la période des bilans, c'est maintenant devenu une tradition. Les bilans battent son plein, même si on a toujours un retard à l'allumage au début du mois de janvier, et c'est normal à la reprise, mais un mois c'est court. Un mois c'est court pour faire le bilan de l'année. Nous avons lancé depuis juin l'année dernière, avec nos journées techniques en ligne, des séminaires en ligne. Tous les mois, nous en faisons un pour vous apporter des informations et des réponses à vos questions. C'est l'objectif de notre séminaire sur les fluides cet après-midi, sur les bilans fluides 2021, avec l'ambition de répondre à toutes vos questions, et avec les meilleurs spécialistes du sujet au Sémafroid. Je laisserai très vite la parole à Olivier pour vous présenter les exigences réglementaires, le cadre juridique, qu'il soit international, européen ou national, et replacer tout ça dans le contexte avec les évolutions récentes en la matière. Valérie, que vous connaissez tous, qui est la responsable de nos activités de certification fluide au Sémafroid, vous présentera l'application DataFluid que vous utilisez tous et les démarches à faire sur DataFluid pour déclarer les bilans cette année. N'hésitez pas à ce moment-là à poser vos questions. Vous pouvez les poser tout au long des présentations à travers la petite fenêtre de messages. Vous tapez votre question, nous les avons sous les yeux et nous y répondrons lors de la séance de questions-réponses, mais aussi nous veillerons, si vous les posez au fil de l'eau, à y répondre dans nos présentations. Vous pouvez aussi lever la main pour des questions orales, bien entendu, en particulier lors de ces sessions. Après cette première série de questions-réponses, nous ferons une liste des erreurs les plus courantes, des bonnes pratiques pour les éviter, et en gros des réponses à toutes les questions que vous pourriez vous poser avec Stéphane Sportouche, qui fait partie de l'équipe de Valérie et que vous avez souvent au téléphone pour répondre à toutes vos questions, ce qu'il fait très bien. Et puis, nous terminerons par la justification des bilans, la consolidation au niveau national et l'explication de ce qui est fait avec vos données et des suites qui peuvent être données en fonction de ce qui est contenu dans les bilans, avec Olivier qui vous présentera ces suites pour que vous sachiez à quoi servent ces données, à quoi elles sont utilisées, en particulier actuellement où l'Union européenne travaille sur la révision du règlement F-Gaz et donc va prendre en compte tous ces éléments d'application de la réglementation européenne depuis un peu plus de 10 ans et l'intégrera pour prendre les nouvelles dispositions réglementaires. Donc à travers ces bilans, vous contribuez aussi, nous contribuons ensemble à l'élaboration de ce que seront les réglementations européennes demain, et donc c'est particulièrement important d'apporter ces éléments. Olivier, Valérie et Stéphane sont bien plus qualifiés que moi pour répondre à toutes ces questions-là, donc je vais leur laisser sans plus tarder la main. Bon séminaire à tous et surtout, n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit à travers la petite boîte de dialogue à droite ou que ce soit en levant la main. Vous pouvez aussi poser des questions à travers cette boîte sur tous les éléments de fonctionnement. Autour de la table, vous avez vu Valérie, Stéphane et Olivier, et nous avons pour l'organisation que vous ne voyez pas devant la caméra mais qui sont juste derrière, Vincent et Steve qui sont aux manettes pour l'organisation de ce séminaire et que je tiens à remercier. Bon séminaire à tous et bon après-midi. Merci beaucoup Gérald. Alors je ne suis pas sûr que vous ayez vu Stéphane Sportouche. Du coup, Stéphane Sportouche nous rejoint. Bonjour à tous.
Et pour ma part, donc, je vais vous présenter les exigences réglementaires. Je pense qu'il est important de se remémorer que le secteur du froid et de la réfrigération a un impact direct sur l'environnement et représente depuis plusieurs décennies un enjeu majeur dans la lutte contre l'appauvrissement de la couche d'ozone et dans le réchauffement planétaire. C'est dans ce cadre que des accords internationaux ont été conclus et qu'ils ont été déclinés, on va le voir ensemble, dans une réglementation européenne et dans la réglementation française. Donc, je rappelle ici les principaux accords. D'abord, l'accord de Montréal, qui a permis la décision d'interdiction des CFC et des HCFC. Alors à l'époque, en raison de leur effet destructeur sur la couche d'ozone, mais on a découvert plus tard qu'ils étaient également fortement contributeurs dans le réchauffement climatique. Et puis en 1997, l'accord de Kyoto qui, lui, a entériné la décision d'interdire progressivement la troisième génération de gaz fluorés qui sont les HFC en raison de leur contribution à l'effet de serre. Je pourrais rajouter également le dernier amendement de 2016, qui est l'amendement donc au protocole de Montréal, qui est l'amendement de Kigali, qui lui définit des limites d'utilisation des HFC avec des seuils. Mais ces seuils-là, en fait, ils avaient déjà été repris dans la réglementation européenne et la réglementation européenne allait déjà plus loin que l'amendement de Kigali. Donc, dans la réglementation européenne, on a bien sûr la F-Gaz que vous connaissez, avec ses deux piliers qui sont le confinement et les quotas, et sa traduction dans le Code de l'environnement, qui est la réglementation nationale, bien sûr. Alors, si on regarde maintenant fluide par fluide, on a un calendrier d'interdiction des CFC et des HFC, et quand on regarde de près, en fait, la démarche d'arrêt se fait progressivement, mais elle se fait toujours de la même façon. C'est-à-dire, d'abord, on commence à interdire l'utilisation dans les équipements préchargés, puis on interdit le chargement, et puis, progressivement, on oblige, lorsqu'il y a une intervention, et j'insiste bien seulement lorsqu'il y a une intervention de maintenance, à récupérer le fluide et à le remettre en destruction. Par exemple, un équipement avec du CFC, à partir du moment où il est toujours étanche et qu'il fonctionne correctement, il n'y a pas lieu aujourd'hui d'aller le vider. C'est seulement lors d'une maintenance qu'à ce moment-là, vous avez obligation, et ce depuis maintenant un certain nombre d'années, vous avez obligation de vider l'équipement et de remettre le fluide en destruction. Idem pour les HCFC, dont la recharge, la récupération est interdite depuis 2015. Quand on dit récupération, c'est récupération pour recharge. Si c'est récupération pour destruction, évidemment, c'est bien ce que demande la réglementation. Concernant les HFC, en fait, à travers la F-Gaz, ils sont soumis à deux types d'interdictions. La première interdiction, c'est, puisqu'on est dans la troisième génération des fluides fluorés, c'est l'application de quotas. L'obligation et l'engagement de l'Europe, c'est de réduire progressivement jusqu'en 2030, donc jusqu'à moins 79%, l'équivalent CO2 des HFC. Donc, on a jusqu'à fin 2020, on était à un seuil de moins 37% et on va en franchir un cette année puisqu'on passe à un peu plus que moins 50%. Ça veut dire que l'équivalent CO2, donc je ne parle pas simplement de la masse, mais je parle de la quantité multipliée par le GWP du fluide, doit nous amener une quantité consommée de la moitié de ce qu'elle était en 2015. Et on arrivera comme ça progressivement à un quota à moins 79% en 2030. Et
la deuxième interdiction, c'est au niveau du GWP, du fluide qui est utilisé. Depuis notamment début de l'année dernière, le 1er janvier 2020, par exemple le 404, qui a un PRP supérieur à 2500, est interdit en rechargement, il est interdit en utilisation de fluide neuf. Il peut toujours être utilisé jusqu'en 2030, dans le cas d'une maintenance, à condition donc d'utiliser du fluide qui est recyclé ou régénéré. Je vais juste faire une parenthèse sur le chargement. La quantité de fluide, il est admis de manière dérogatoire de pouvoir charger du fluide neuf dans les équipements qui représentent 40 tonnes d'équivalent CO2 de fluide. Au-delà, vous ne pouvez pas charger de fluide neuf, ceci depuis le 1er janvier 2020. J'en viens maintenant à la troisième couche réglementaire, qui est celle du Code de l'environnement en France. Eh bien, à travers ces obligations de confinement et donc les obligations d'assurer les mesures d'étanchéité, l'opérateur participe également à la traçabilité de la manipulation des fluides. Et j'ai repris ici, sur l'écran, vous le voyez, les deux articles principaux du Code de l'environnement, qui sont le 543-100, qui rappellent que les opérateurs doivent adresser chaque année, alors entre le 1er janvier et le 31 janvier, chaque année à l'organisme qui leur a délivré l'attestation de capacité, ils doivent leur adresser donc la synthèse de toutes les quantités de fluides qui ont été acquises, chargées, récupérées et cédées pendant l'année précédente. Donc, en l'occurrence, en ce moment, les opérateurs déclarent leur bilan pour la quantité de fluide qu'ils ont manipulé pendant toute l'année 2020. Et le deuxième article, qui est le 521-70, qui lui est directement lié à l'amendement de Kigali, qui est cette nouvelle notion d'introduction et d'enregistrement de l'introduction sur le territoire national des HFC. Il est lié donc au point 1 des quantités acquises. Vous avez le droit, bien sûr, d'acheter du fluide en Union européenne. En revanche, vous devez le déclarer. Les HFC, y compris les HFO, puisque depuis fin 2019, la réglementation a évolué et maintenant, cette quatrième génération de fluides frigorigènes doit être également tracée dans les mouvements transfrontaliers dans un sens, c'est-à-dire si vous introduisez, et je fais bien la notion d'introduire à la différence de l'import. L'import, c'est d'un pays hors Union européenne vers l'Union européenne, alors que l'introduction, au sens réglementaire, c'est le passage donc du fluide d'un pays de l'Union européenne vers le territoire national. Donc depuis 2019, vous devez également déclarer vos achats de fluides à l'étranger, que ce soit des HFC ou des HFO. Je fais donc ici une synthèse de vos obligations de déclaration. On a d'abord donc froid et climatisation qui représentent la majeure partie, 95% environ des fluides qui sont manipulés sont issus de cette catégorie froid et climatisation. Donc les fabricants de fluides ou de systèmes préchargés doivent donc déclarer dans SIDEREP les quantités et donc les déclarer directement dans SIDEREP, qui est l'interface, qui est la plateforme numérique de l'ADEME. Donc, doivent déclarer directement ces quantités. Lorsqu'il y a un import ou une introduction, et vous avez maintenant compris la différence entre les deux, vous devez déclarer également dans SIDEREP. Enfin, pour la partie manipulation, vous devez déclarer auprès de votre organisme agréé, en l'occurrence SEMAFROID, si vous êtes testé chez SEMAFROID. Ceci pour les fluides hors HFO, mais aussi pour les HFO. Enfin, j'ai ajouté également une troisième ligne parce que l'objectif quand même de ces quotas, c'est d'orienter l'utilisation de fluides fluorés vers l'utilisation d'alternatives. Et aujourd'hui, il y en a qui existent sur le marché. Et donc, depuis 2020, SIDEREP
est en mesure également d'enregistrer les quantités de fluide que vous voulez, que vous utilisez. Donc, ça peut être du CO2, de l'eau, de l'éthane. Il y a un tas d'alternatives, l'ammoniac également. Et donc, vous pouvez contribuer également à mieux comprendre le transfert d'une technologie vers une autre en déclarant vos quantités de fluides alternatifs utiles. Protection incendie, pareil, déclaration souci des REP pour la fabrication, l'import et l'introduction, et une déclaration auprès de l'organisme agréé qui vous a délivré l'attestation de capacité. Je pense avoir brossé les principales exigences réglementaires et j'invite maintenant Valérie à nous parler de la manière de déclarer vos bilans dans notre plateforme métier DataFluid. Voilà, bonjour à tous. Donc, au Sémafroid, donc nous réalisons, vous réalisez votre bilan fluide sur notre plateforme informatique DataFluid. Donc, pour ce faire, vous devez donc vous loguer, donc utiliser votre login et votre mot de passe. Quand vous êtes dans votre espace personnel, bien sûr, donc vous cliquez sur déclaration des bilans fluides frigorigènes. Voilà, une fois que c'était donc voilà. Donc, ensuite, vous cliquez sur l'icône saisir. Donc, c'est un petit icône, une petite feuille grise qui, là, va donner lieu à une liste de fluides que vous allez devoir sélectionner, les fluides que vous avez donc manipulés au cours de l'année pour lesquels vous devez faire une déclaration de fluides. Si c'est la première fois que vous faites votre bilan, donc vous devez les sélectionner. Si vous avez déjà fait un bilan l'année précédente, donc les fluides seront déjà présélectionnés. Voilà. Si vous avez manipulé des fluides qui n'étaient pas présélectionnés, vous pouvez sélectionner les fluides concernés. Et à tout moment, dans le bilan, vous pouvez rajouter un fluide. Donc, vous cliquez sur « Créer », ce qui nous amène donc, sur une autre… c'est là qu'on va commencer à réaliser le bilan par fluide. Donc, pour chaque fluide sélectionné, vous aurez présélectionné, une ligne du tableau apparaîtra. Et pour compléter ce bilan, il faudra cliquer sur le petit pictogramme donc bleu, le crayon bleu. Voilà, une fois que vous avez cliqué sur ce pictogramme, donc nous arrivons vraiment dans le tableau pour déclarer vos mouvements fluides. Donc, je vous rappelle de ces mouvements fluides, on les déclare, donc du coup, les mouvements fluides, c'est la synthèse des quantités, de toutes les quantités manipulées par type de fluide au cours de l'année. Donc, ils vont regrouper vos fluides neufs, vos fluides usagés, vos flux entrants et vos flux sortants. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, vous voyez en haut le détail du fluide sélectionné concerné. Nous avons 4 pavés, un pavé stock, le deuxième pavé qui est approvisionnement et utilisation des fluides au cours de l'année, un pavé session de fluide au cours de l'année et donc un pavé quantité de fluide traité par vous-même sous votre responsabilité avec une machine de traitement. Alors, petit rappel donc, pour le pavé stock. Donc, alors, on déclare en kilos, en kilogrammes, sans virgule et arrondi au kilo supérieur. Les cellules grises sont en calcul automatique. Et pour ce qui est des stocks, du coup, les stocks, c'est vraiment une quantité, on insiste là-dessus, une quantité pesée. C'est vraiment le résultat d'un pesage. Et donc, effectivement, si c'est votre première déclaration, mais souvent de fois, le stock initial, c'est un stock à 0. Mais si vous avez déjà effectué une déclaration l'année précédente, votre stock va se reporter automatiquement. Voilà. Donc ensuite, nous allons passer du coup au pavé approvisionnement et utilisation de fluide. Donc en approvisionnement, on va avoir les achats que vous avez effectués en France et hors de France. Donc là, vous appuyez sur vos factures d'achat, d'accord? Ça va être la totalité de tous vos achats. Donc, vous pouvez bien sûr acheter du fluide hors de France à condition d'être inscrit au CIDEREP. Voilà. Donc, en plus, nous allons avoir des flux sortants. Donc, vous allez devoir déclarer la totalité des quantités
chargé. Alors, il y a chargé lors de la maintenance, c'est vraiment un distinguo quand c'est lors de la maintenance et quand c'est dans des équipements neufs. Et donc, les flux, d'autres flux entrants, c'est les fluides récupérés, pareil, donc, sur des équipements hors d'usage et ou lors de la maintenance. Et donc, ensuite, vous devez déclarer ce que vous avez remis forcément au distributeur. Après, donc au pavé, cession de fluide au cours de l'année. Donc, vous devez déclarer ici, si vous avez cédé du fluide à titre exceptionnel à un opérateur attesté, avec une attestation de capacité, ça c'est important. Donc, vous pouvez le faire à titre exceptionnel. Et aussi, si vous avez subi au cours de l'année un vol, vous devez déclarer les quantités volées à cet endroit-là. Et toujours vous appuyez sur une déclaration de vol, un dépôt de plainte que vous aurez effectué au commissariat. Donc, je voudrais remonter, excusez-moi, sur le pavé, du coup, le deuxième pavé. Hein. Donc, on s'appuie pour les achats sur les factures. Et après, tout ce qu'on récupère ou qu'on introduit, c'est vraiment le reflet de la synthèse de vos fiches d'intervention, de vos CERFA. Voilà. Et donc, le quatrième pavé, donc c'est un peu, vous n'êtes pas nombreux, je pense, à être concernés par cette catégorie parce qu'il faut vraiment avoir une machine de traitement, voilà. De traitement. Donc, quand on a rempli toutes les lignes concernées, hein, donc vous pouvez enregistrer donc, ces informations. Et puis, donc, vous recommencez l'opération par autant de fluides que vous avez sélectionnés. Je vérifie si… voilà. Donc, ensuite… merci. Si vous n'avez pas d'alerte, vous pouvez transmettre votre bilan. Voilà, vous transmettez votre bilan. Alors, c'est très important parce que souvent de fois, vous avez la bonne démarche, vous faites bien votre bilan, mais vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous ne transmettez pas cette demande. Et pour nous, c'est comme une déclaration, comme vos impôts pas signés. Bon, elle n'a pas du coup de valeur, on ne peut pas la traiter. Donc, c'est très important de transmettre votre demande et du coup, quand vous c'est transmis, ouais, effectivement, vous ne pouvez plus la modifier. Alors que c'est vrai que si vous cliquez sur « Transmettre plus tard », à tout moment, vous pouvez revenir sur votre déclaration, reprendre, rajouter des informations, des éléments. Voilà, donc là, pas d'alerte, on transmet la demande. Il peut y avoir des cas, avant de transmettre votre demande, vous allez voir que rencontrer des alertes. Donc, les alertes, elles se manifestent par des lignes orange. D'accord. Donc, il y a des alertes sur les fluides interdits à la détention et au chargement, comme les CFC et les HCFC, excusez-moi. Donc, voilà. Donc, automatiquement, vous verrez une alerte. Et d'autres alertes, c'est sur les incohérences des flux totaux. Des fois, il y a vraiment des bilans déséquilibrés. Voilà, les flux entrants et les flux sortants, enfin, il y a vraiment donc, des incohérences et donc vous avez une alerte. Donc, essayez, avant de le transmettre, de comprendre pourquoi il y a une alerte. Est-ce que j'ai oublié de renseigner une ligne? Est-ce que ma synthèse, elle était bonne? Voilà. Quoi qu'il en soit, malgré les alertes, vous pouvez transmettre votre bilan, mais sachez que nous, notre équipe, on reprendra contact avec vous pour que vous puissiez nous informer. Oui, effectivement, j'ai résolu, j'ai trouvé d'où venait l'erreur, ou parfois, il n'y a pas d'erreur. Hein, ça peut être voilà, une bouteille fuyante, ou il y a des explications. Voilà, donc je pense que pour ma partie, donc si vous avez des questions… Je crois qu'on a des questions, en effet. Je pense qu'il y a des questions, mais qui seront en partie abordées lors de ma session, mais on peut dès maintenant commencer à répondre. Très bien. Donc là, je vois que parmi les questions, il y a un centre de traitement des épaves automobiles, donc des véhicules hors d'usage, qui nous interroge sur savoir quel est le fluide à déclarer. Donc je pense que dans la plupart des cas, il va se retrouver avec du R134. Donc là, c'est une réponse, mais encore une fois, vous pouvez avoir
des véhicules qui contiennent d'autres types de fluides, mais pour l'essentiel, ce sera du R134. Donc, ça, c'est la réponse, en sachant qu'il s'agit d'un déchet. Et on indique de nouveau que s'agissant d'un déchet pour les centres VHU, ils doivent le remettre auprès d'un distributeur. Voilà. Donc, ça, je reviendrai sur cette partie-là. Ensuite, faut-il déclarer des machines pré-remplies? Dans la mesure où il n'y a pas d'adjonction de fluide supplémentaire, non, vous posez des machines préchargées, vous ne rajoutez pas de fluide, donc il n'y a pas de mouvement. Votre stock reste identique. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'impact sur votre stock. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les manipulations. Vous posez un équipement neuf, vous ne rajoutez pas de gaz pour permettre à l'installation d'être opérationnelle. Donc, pas d'impact sur votre stock de fluide. Oui, voilà. Donc, j'achète du fluide à un autre opérateur. Donc, là, on est dans un cas de figure un peu particulier où il faut faire attention. C'est-à-dire, l'autre opérateur, est-ce que c'est un distributeur? Donc, à un moment donné, c'est un flux entrant. Donc, il faut bien le faire rentrer comme un flux rentrant. Comme un achat. Donc, c'est un achat, il vous faut un document écrit. On insiste sur ce point-là. C'est un domaine réglementaire. Il faut des traces écrites. Vous achetez quelque chose, il vous faut un document. Et la personne qui vous l'a vendu, dans la mesure où elle ne serait pas répertoriée comme un distributeur, contreviendrait à la réglementation. Ça, c'est un autre point, mais vous comprenez bien que dans la mesure où ça impacte votre stock, il faut l'inscrire parmi vos achats. Notre société est née le 31 mars 2020 sur la rubrique stock. Au 1er janvier 2020, je mets donc 0. On est d'accord. Je reviendrai sur ce point-là aussi. Vous avez commencé au courant de l'année 2020, que ce soit le 1er janvier ou une autre date. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la date à laquelle vous avez obtenu votre attestation de capacité. Si à cette date, votre stock est égal à 0, votre stock initial sera donc égal à 0. Vous avez acheté du fluide en cours d'année et vous avez travaillé grâce à ce stock, ou vous n'avez pas travaillé d'ailleurs, il faudra faire apparaître donc, cet achat dans la rubrique dédiée à l'acquisition des fluides. Là-dessus, on reviendra sur les tableaux de façon plus rapide peut-être. Peut-être une précision, oui. Il est écrit effectivement, mais je ne fais qu'ajouter une petite précision à ce que tu viens de dire. Il est écrit sur le tableau, la date par défaut, c'est le 1er janvier. C'est ça. Mais évidemment que pour les sociétés, leur début d'activité, pour la première fois, elles ne commencent pas toutes le 1er janvier. Donc, il faut comprendre qu'en fait, c'est la date de début d'activité. Et en général, effectivement, quand vous commencez, vous n'avez pas de stock de fluide, parce que pour pouvoir avoir un stock de fluide, il faut pouvoir l'acheter, et pour pouvoir l'acheter, il faut avoir une attestation de capacité. Donc, du coup, effectivement, dans la majeure partie des cas, il faudra déclarer 0 kg pour la date de début et qui est mentionnée au 1er janvier. Voilà. Alors, je continue là, le déroulé des questions. Donc, M. Jean-Marie Heyer nous pose une question sur le fait d'être inscrit à CIDIREP et quel est l'intérêt. Là, c'est une obligation réglementaire. Donc, nous, on est un organisme agréé. Notre but, c'est de faire en sorte que vous soyez respectueux des règlements, en sachant que dans la mesure où vous ne le seriez pas, vous vous exposeriez à des amendes, voire à des peines plus lourdes. Donc, c'est une obligation réglementaire. Dans ce cas de figure, vous n'avez guère de choix que de vous inscrire. Comme l'a rappelé Olivier Vallet, on est dans un cadre réglementaire international. La France rend également des comptes au niveau européen et au niveau international sur les mouvements. Et à notre niveau, nous agissons toujours dans ce cadre. C'est-à-dire qu'on doit identifier les mouvements par rapport à des gaz qui sont potentiellement nocifs sur l'environnement et qui ont un impact sur le réchauffement climatique. Alors, dernière question. Quand nous récupérons dans une installation un gaz et que nous remettons un autre gaz, je fais donc 2 lignes dans mon bilan correspondant. Alors là, il faudrait peut-être plus de précision. Si Stéphanie Malène pouvait nous indiquer, en nous joignant, de quel type de gaz il s'agit, et est-ce qu'il s'agit d'un rétrofit, est-ce qu'il s'agit d'une... Voilà. Il faudrait des précisions pour qu'on puisse apporter une question pertinente. Voilà. Oui, mais de toute façon, il va bien faire la somme des deux Forcément. entités sur 2 flux. Donc, c'est bien 2 lignes de déclaration
dans le bilan. D'accord, d'accord. Donc là, il y a une précision. Donc vous avez récupéré donc, du 404 qui était contenu dans l'installation et donc vous l'avez remplacé. Donc comme vient de le dire Olivier Vallet, là on se retrouve avec 2 gaz impactés. Donc vous devez dans votre bilan faire apparaître ce que vous avez pu récupérer et donc s'agissant de déchets restitués, puisque là vous ne l'avez pas réintroduit dans la même installation, on est d'accord, et vous avez remis du R448. Donc le R448, vous l'avez acheté et vous l'avez utilisé. Là encore, il faut saisir sur la fiche dédiée aux manipulations de R448 ce que vous avez réalisé comme opération au cours de l'année 2020. Ben, je pense qu'on a épuisé les questions pour le moment. Alors, comme c'était bien répondu, voilà. Je pense qu'on peut te laisser la parole. Alors, alors il y a une partie des slides qui correspondront à des questions qui ont déjà été évoquées. Aussi des points que Valérie Bachat a pu mettre en évidence. Donc, on ira plus ou moins vite. Donc là, on peut commencer donc, sur les bonnes pratiques et les erreurs à ne pas commettre. Donc, on revient en fait sur la partie haute de votre déclaration. Donc sur la partie stock initial. Donc tout à l'heure, on évoquait la situation des opérateurs qui débutent leur activité au cours de l'année 2020. Ce qui nous intéresse, c'est la date à laquelle ils ont réellement débuté l'activité, commencé à manipuler du fluide et la date à laquelle ils ont pu le faire, c'est-à-dire l'obtention de l'attestation de capacité. Vous l'avez eu le 15 mars. Donc, vous avez commencé potentiellement à travailler à partir du 15 mars. Là, ce qu'on ne voit pas exactement, c'est, mais Valérie Bachat l'a indiqué, c'est la reprise. Donc là, on a 62 kilos, c'est 62 kilos qui apparaissent sur du R134, c'est la reprise stricte de votre stock de l'année précédente. Ça veut dire que là, ce que vous allez indiquer sur ce tableau en 2020, vous allez le voir dans la mesure où la fiche est validée, réapparaître l'année prochaine. Donc, les 42 kilos que vous voyez, les 43 kilos que vous voyez apparaître ici, ils vont être automatiquement implémentés sur la fiche que vous ferez apparaître l'année prochaine. Donc, voilà, il y a une certaine logique. Donc, je reviens sur les flux usagers. Donc là, on est à 0, en sachant que les flux usagers sont des déchets qui, encore une fois, ils ont vocation à être restitués aux distributeurs pour retraitement ou pour destruction. Comme Valérie Bachat l'a indiqué, s'agissant de stock, on insiste beaucoup là-dessus, mais c'est important, il faut réaliser une pesée. On invite même à réaliser des pesées périodiques pour être sûr qu'il n'y a pas de bouteille filière, pour être sûr qu'à un moment donné, dans la gestion de vos mouvements de fluide, vous n'avez pas oublié une partie de vos fiches d'intervention. Le but, c'est de coller toujours à la réalité et d'identifier toute situation anormale. Une fois identifiée, il faut essayer de la résoudre. Et on reste toujours à votre disposition pour essayer de mener cette analyse. Ensuite, sur la partie approvisionnement, toujours pour les primo-déclarants, une erreur qui est communément commise, c'est celle de placer 2 fois en fait, les volumes achetés. Là, donc, vous avez 42 kilos. On a très souvent, pour les gens qui font leur premier bilan, la même valeur. C'est-à-dire qu'ils achètent 10 kilos, ils vont la faire apparaître ces 10 kilos à la fois sur le stock initial au 1er janvier 2020 et sur la quantité de fluide acheté au distributeur en France. Non, vous ne faites apparaître les achats que sur cette ligne. Sinon, vous allez vous retrouver avec une erreur qui a été signalée donc, par Valérie Bachat, c'est avoir une incohérence. Si vous indiquez 2 fois le même flux entrant, vous vous rendez bien compte que vous êtes en déséquilibre. On a évoqué plusieurs fois, mais je l'évoque à nouveau, la nécessité d'avoir conscience que le fait d'acheter à l'étranger impose des obligations particulières. Si vous achetez hors de France, alors il y a la situation de l'Union européenne, vous devenez introducteur et vous devez vous déclarer, en sachant que chaque État membre dispose de quotas propres. Encore une fois, on a des obligations au niveau national, au niveau européen, au niveau mondial. Vous achetez du fluide hors de France, hors de l'Union européenne, vous devenez importateur. Là encore, on est dans un cadre juridique différent. Il faut que vous sachiez qu'en agissant ainsi, vous prenez des responsabilités et on reçoit des consignes régulières de la part du ministère sur le fait que réaliser des achats de ce type vous expose à de potentielles poursuites
dans la mesure où les emballages dont vous feriez l'acquisition seraient par exemple des emballages non recyclables. On reviendra sur ce point, mais il faut être vraiment très attentif à ce point. C'est une question qui intéresse beaucoup nos correspondants au sein du ministère. Alors là, sur le bilan à zéro, donc, ça correspond à un certain nombre de situations. Donc, s'agissant des opérateurs qui ont été attestés au cours de l'année 2020, donc qui n'auraient eu aucun stock préalable de fluide, qui n'auraient réalisé aucun achat, qui auraient pu potentiellement réaliser la pose d'équipements préchargés, et également pour la situation des opérateurs dont le métier est celui de faire du contrôle d'étanchéité. Donc, dans ces cas de figure, on réalise ce qu'on appelle un bilan à zéro. Voilà. Encore une fois, on reste à votre disposition. Si à un moment donné, il y a quelque chose qui vous semble difficile, ou si vous essayez de répéter ces saisies sur DataFluid, et si vous avez un problème quelconque, n'hésitez pas à nous contacter. On vous apportera le soutien nécessaire pour vous permettre de réaliser votre bilan avant le 31 janvier. Alors là, je vais m'intéresser donc à une partie de nos opérateurs, donc c'est spécifique. Là, c'est les catégories 5, à savoir les garages automobiles. Donc, vous intervenez sur des véhicules qui rentrent dans le garage, vous faites une recharge clim et le véhicule repart du garage. Pour les catégories 5, une situation particulière, le gaz qu'ils emploient, du R134 pour l'essentiel, c'est du gaz qui est assimilé à du fluide neuf. Donc, ne vous intéressez dans ce tableau sur la partie stock qu'au fluide neuf. Vous avez du fluide neuf, vous allez utiliser du fluide neuf. Ce fluide neuf, vous l'achetez en France, a priori, et vous en servez, donc ça c'est les fluides sortants, pour faire des recharges clim. Vous pouvez, le cas échéant, en récupérer, mais ce que vous récupérez va revenir dans votre station compacte, va être assimilé à nouveau à du fluide neuf. Donc, on reste vraiment dans cette logique. Toujours pour les garages, parce qu'on a un certain nombre de situations. Comme Valérie Bachat vous l'a indiqué, on exprime les valeurs sur les interventions en kilos, en arrondissant les sommes totales annuelles au kilo supérieur. Voilà. Encore une fois, on est à votre disposition si vous avez des soucis sur l'équilibrage de votre bilan pour voir là où le bas pourrait baisser. En arrondissant le total. En arrondissant le total. Oui, à chaque ligne, oui. pas chaque manipulation. Non, pas chaque manipulation. C'est le total. Alors, ensuite, donc là, on est plus, donc on avait parmi les spectateurs ou les participants à ce webinaire, donc un centre VHU. Donc là, c'est typiquement pour ces opérateurs que cette diapo a été réalisée. Donc là, vous êtes dans la configuration, vous récupérez donc du R134 usagé. Ce sont des véhicules endommagés qui ne reprendront pas la route. Donc, vous faites de la dépollution. Vous videz le réservoir. Le réservoir, une fois vidé, vous avez stocké cela dans une bouteille de récupération. Et cette bouteille, il faut la restituer à un distributeur. Donc là, vous avez ces fléchés. Donc, vous avez la partie fluide usagé en stock initial, en stock final. On vous invite à restituer ce stock d'usagé assez régulièrement pour éviter de vous constituer un stock et prendre le risque de polluer à nouveau sur des bouteilles Fuyard ou autres. Donc, restituer régulièrement ce R134 récupéré. Et voilà. Donc, ça, c'était pour la partie centre VHU. Donc là, on revient sur la partie donc, importation, où on a insisté déjà pas mal, je ne sais pas si je vais revenir dessus, sur les obligations qui reposent sur vous dans la mesure où vous achetez à l'extérieur de l'Europe. Là, on a mis une jolie photo d'un emballage non recyclable qui arrive de différents pays hors de l'Union européenne. Donc, encore une fois, sachez que dans la mesure où vous seriez identifié comme un utilisateur de ce type de bouteille, vous exposeriez à un certain nombre de conséquences négatives. Comme l'a indiqué Madame Bachat sur la partie quantité de fluide cédé, vous pouvez, de façon très exceptionnelle, en céder
à un autre opérateur. C'est-à-dire vous ne le cédez pas à un professionnel, à un artisan qui n'a pas son attestation de capacité, parce qu'à ce moment-là, vous seriez vous-même en faute. Comme l'a indiqué donc, Madame Bachat, si on vous vole votre utilitaire avec vos bouteilles, il faut en faire la déclaration. On a besoin systématiquement d'écrits. Nous, on trace, donc là, ça fait partie de la traçabilité sur des fluides polluants. On a besoin de savoir ce qui s'est passé, y avoir des preuves de ce qui s'est passé. Si on vous brûle la camionnette, si elle explose, de la même façon, on a besoin de constats, soit de la police, soit d'une assurance, pour pouvoir valider cette situation et pouvoir sortir de votre stock le fluide qui aura été ainsi perdu. Voilà. Donc, ça doit être le dernier slide. Donc là, c'est ce qui a été évoqué, c'est la dernière partie du tableau de saisie sur deux petites définitions de ce qu'est un fluide recyclé, ce qu'est un fluide régénéré. Alors, il y a un point sur lequel on revient. Vous avez sur certaines stations compactes un bouton qui s'appelle régénération. Sachez juste que ce n'est pas la régénération au sens où on l'entend d'un point de vue physique. Donc, si vous appuyez sur un bouton régénéré sur une machine compacte, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va dire là. C'est un abus de langage. De façon très stricte, un fluide recyclé, c'est un fluide qui va être récupéré d'une installation existante, c'est un déchet, et on va le retraiter par un système donc, de nettoyage, de traitement, mais qui a un traitement qui va aboutir en fait à un fluide qui sera, si vous voulez, de meilleure qualité. Dans la situation où on a un fluide régénéré, là, il y a une installation, c'est une opération beaucoup plus lourde. Vous allez avoir des traitements chimiques, on va monter très haut en température. Généralement, ça relève de l'industrie pétrochimique. Il faut vraiment des installations très, très importantes. Parmi les éléments qui sont absolument obligatoires et qui nous sont réclamés par le ministère, pour tous les opérateurs qui sont concernés par ces opérations de recyclage et de régénération, c'est de faire figurer sur la fiche du gaz concerné les coordonnées d'installation de régénération et, le cas échéant, donc les coordonnées de l'installation de destruction. On doit fournir ces adresses, ces informations. Si on n'en dispose pas, malheureusement, on sera obligé de vous solliciter. Et c'est une obligation que de faire figurer ces informations, toujours dans l'optique de tracer. C'est des éléments polluants, on a besoin de savoir de quelle façon ils ont terminé leur vie ou de quelle façon ils ont pu être recyclés pour être réutilisés. Voilà. Eh bien, merci Stéphane. Je pense que c'est instructif et clair. On a quelques questions. On essaye de les traiter peut-être là, maintenant. Alors, bonjour. On regarde très vite. Alors, on avait répondu, les fluides dits usagés sont-ils bien ceux détenus dans des bouteilles de récupération, non pas dans des bouteilles de transfert, hein. Alors, ouais. Oui, donc les fluides dans les bouteilles de récupération sont donc destinés pour destruction, pour traitement. Là, il faut être clair sur la bouteille de récupération. Vous avez un flux entrant, vous ne pouvez pas le sortir, le fluide. Donc, on est bien d'accord, votre bouteille de récupération, c'est un emballage étanche. Vous récupérez du fluide, il n'a qu'une fonction, c'est d'être remis à un distributeur. Une bouteille de transfert, vous avez un flux entrant, un flux sortant. L'idée sur une bouteille de transfert, c'est que vous êtes, par exemple, sur une intervention dans le cadre d'une maintenance. Vous videz le fluide contenu par une installation, vous allez le réinjecter en complétant, le cas échéant, par du gaz neuf. C'est ça la bouteille de transfert. Donc, qu'on s'entende bien, le fluide usagé que vous allez retransférer directement, vous le ferez apparaître, mais il a vocation à revenir dans l'installation sur laquelle vous êtes intervenu. Alors, après... En tant que centre VHU, nous allons récupérer des fluides comme déchets. Faut-il faire une fiche d'intervention par véhicule? Alors, il faut remplir une fiche. Alors, il n'y a pas d'obligation. Sur la plupart des cas des centres VHU, ils utilisent des fiches dites de dépollution. Quand vous intervenez sur un véhicule, en fait, je pense que vous avez, sur l'ensemble, vous avez, lorsque la préfecture vous a donné un accord pour intervenir, vous avez donc une fiche qui vous permet de lister par catégorie d'éléments dépollués ce sur quoi vous êtes intervenu sur un véhicule donné avec une immatriculation. Donc là, vous avez une fiche de dépollution, vous archivez vos fiches de dépollution et ce qu'on vous demande après, c'est de remplir un CERFA, donc la partie inférieure du CERFA du 15 497-02.
donc un bordereau de suivi des déchets, et là, vous indiquerez le volume total des fluides que vous allez remettre à votre distributeur. Mais pour chaque intervention, c'est plus des documents qui portent un intitulé « Fiche de dépollution propre à un véhicule ». Alors, après, bonjour et merci. Concernant l'achat d'un équipement préchargé à l'étranger, doit-on déclarer de la même façon que pour l'achat d'une bouteille de fluide? Alors, ça, c'est une bonne question. L'achat d'un équipement préchargé à l'étranger, il doit être déclaré directement au SIDEREP, puisque Ouais. vous faites entrer sur le territoire national une quantité de fluide. Voilà. Donc, vous devez donc déclarer cette quantité. Il y a un cas très particulier, mais il est tellement compliqué à mettre en œuvre que je vais ouvrir et fermer très rapidement la parenthèse, qui est le cas où vous feriez transiter du fluide, c'est-à-dire vous faites venir du fluide de l'étranger pour le mettre dans un équipement pour ensuite l'exporter en dehors de l'Union européenne. Autrement dit, il y a juste un transfert. Et dans ce cas-là, c'est une déclaration spécifique aux douanes qu'il faut mettre en place. Donc, je vous invite, je vous incite pas à vous lancer dans cette démarche-là. Il vaut mieux déclarer directement à SIDEREP. Alors, il y a Stéphanie Malène donc, qui nous interroge. Alors, l'adresse mail du service, donc c'est certification singulier @semafroid.fr. Le téléphone, je peux le donner aussi, c'est le 01 49 84 84 80. Voilà, donc toute une série de collègues, on est à votre disposition pour essayer de vous répondre au mieux. Alors, si on achète du gaz à l'étranger en Union européenne, j'ai compris qu'il faut se déclarer sur SIDEREP. Dans l'inscription SIDEREP, on nous demande la filière. On coche gaz fluoré, déclarant individuel, mais après, que doit-on cocher? Alors, donc Jean-Marie Heger a des soucis, ce que je l'invite à faire, c'est de nous envoyer un mail. Notre expert en la matière, donc Stéphane Lebert, a un guide. On va vous l'envoyer, on vous enverra ce guide et ça vous aidera à réaliser votre inscription sur SIDEREP. Hein. Donc, n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail, on va vous envoyer cette information et ça vous permettra de vous inscrire plus facilement. Alors, Valérie Allègre, merci pour votre réponse, mais pouvez-vous confirmer que dans la colonne stock fluide usagé, on ne pèse que les bouteilles de récupération? Alors, là, il faut s'entendre sur le stock de fluide usagé. Là, vous devez peser ce que vous avez, effectivement, là, on a parlé de peser. Maintenant, à un moment donné, votre stock de fluide usagé doit aussi correspondre à ce que vous avez réalisé comme manipulation. Donc, à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait un équilibre. Donc, sur vos CERFA ou vos fiches d'intervention pour les garages automobiles, il faut qu'il y ait une cohérence. Hein. Donc, effectivement, l'intérêt de réaliser une pesée, c'est à un moment donné de savoir si on est en équilibre entre votre stock de départ, ce que vous avez acheté, ce que vous avez manipulé, entrant, sortant. Si à un moment donné, vous vous retrouvez à la fin de l'année avec un stock de fluide usagé qui diverge beaucoup de ces calculs, là, il faudra poser des questions sur une possible pollution. Encore une fois, on reste à votre disposition sur des situations qui seraient singulières pour essayer de vous aider à bien analyser la situation. On a une dernière question, peut-être avant de... Ouais. Alors, j'ai cru comprendre qu'on ne pouvait pas manipuler le R22, mais en cas de dépose et de récupération de gaz pour destruction de l'appareil. Alors, clairement, vous pouvez, dans le cas de démantèlement d'une installation contenant du R22, récupérer sur une bouteille de récupération. Il faut la restituer très rapidement. Donc là, c'est vraiment une question voilà, sous un mois, vous devez remettre cette bouteille de R22, c'est un gaz extrêmement nocif, et dans la mesure où vous ne le feriez pas, encore une fois, vous pourriez être sanctionné. Donc vraiment, vous pouvez tout à fait récupérer du R22, simplement ayez bien en tête que vous devez tout faire pour le restituer à votre distributeur. Ok. On reprendra la suite des questions après. Ok. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Difficile de manquer la main. Alors, je vais vous parler de la justification des bilans. Qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce qui se passe pendant la phase de déclaration et qu'est-ce qui se passe après. Donc, au 1er janvier, donc chaque année, on ouvre la déclaration aux opérateurs que nous avons attestés et on ferme
la déclaration aux alentours, enfin, un petit peu après, le 31 janvier, puisque la période réglementaire, c'est du 1er au 31. Je vous montrerai après que ce n'est pas si simple que ça. À partir du 31, mais on a déjà commencé, puisque au fur et à mesure qu'on reçoit des déclarations, eh bien, on les analyse, eh bien, on vérifie les bilans. On relance éventuellement les opérateurs qui n'auraient pas déclaré, et ça peut nous amener, à défaut de réponse, à suspendre les attestations de capacité. C'est dans la réglementation, il nous est demandé de suspendre les opérateurs qui n'auraient pas déclaré leur bilan annuel. Au 15 mars, ça c'est sûr, le site DataFluid est fermé pour la déclaration aux opérateurs et on finalise la préparation du document destiné à l'ADEME qui est la consolidation de l'ensemble de vos déclarations. Donc, en quoi ça consiste? Valérie Bachat vous a expliqué tout à l'heure, vous aviez vu avec le tableau avec différentes couleurs, quels étaient les flux entrants et les flux sortants. Il est évident qu'un premier point de vérification, c'est l'équilibre entre ce qui rentre dans vos stocks et ce qui en sort. Donc, on a toujours, et le contrôle d'ailleurs est intégré dans le calcul de DataFluid. Donc, si vous n'avez pas d'alerte, c'est-à-dire une ligne orange sur le fluide que vous avez déclaré dans DataFluid, c'est qu'a priori, l'équilibre est bon. Mais c'est un premier point de contrôle. On vous aide, la plateforme DataFluid vous permet comme ça d'avoir une vérification en amont et vous permettre éventuellement de corriger. On a des équilibres qui peuvent être aussi liés, c'est le deuxième point, à la cohérence des valeurs. Ça a été rappelé par Stéphane et par Valérie, les valeurs doivent être déclarées en kilogrammes. Nous avons de temps en temps des confusions entre les grammes, les tonnes et les kilogrammes. Et évidemment, donc, les volumes ne sont pas du tout les mêmes quand on doit équilibrer tout ça. Sur la partie achat et stock, donc on va évidemment vérifier la cohérence entre les stocks de fin d'année N-2 et le début de l'année N-1. Parfois, on détecte que la valeur au 31 décembre minuit n'est pas la même que celle du 1er janvier minuit 1. Et donc, il y a une disparition subite ou un rajout subit de stock. Donc ça, c'est un point de contrôle. On va s'assurer également que bien, les imports ou les introductions de fluides sont justifiées. Encore une fois, vous devez nécessairement les déclarer dans votre bilan, sinon vous allez déséquilibrer, puisque si vous ne les déclarez pas, vous n'aurez pas donc une partie achat et donc il vous manquera une partie des flux entrants. En revanche, ces introductions de fluides doivent être justifiées et c'est pour ça que Valérie et Stéphane vous ont rappelé qu'une inscription sous SIDEREP en tant qu'introducteur de fluide était nécessaire. Concernant les manipulations, eh bien, on va évidemment vérifier que vous n'avez pas déclaré de recharge, par exemple, de CFC ou de HCFC, puisque vous avez vu que le calendrier réglementaire interdisait depuis 2015 les recharges de ces deux fluides, y compris de la détention. J'insiste aussi sur la notion de détention. Le ministère de l'écologie pousse très fort pour qu'il y ait une remise immédiate des fluides dès leur récupération. Et ce, évidemment, d'autant plus que leur GWP est important. C'est-à-dire qu'une moindre fuite a un impact très fort sur l'effet de serre. Pour mémoire, un GWP de 2500, ça signifie que 1 kg de ce fluide-là correspond en termes de pollution à 2500 kg de CO2. Donc on entend toujours parler du CO2, mais ça vous donne le ratio entre l'effet de serre auquel contribue le fluide dont on parle et le CO2 dont on parle tous les jours. Voilà. J'élimine évidemment les dispositions dérogatoires. Pourquoi? Parce que
la F-Gaz prévoit quand même que pour un certain nombre d'applications particulières, alors des applications dans lesquelles on doit descendre très bas en température, notamment pour assécher, quand on doit faire par exemple du dépôt sous vide, pour éviter qu'il y ait de la vapeur d'eau qui vienne perturber le processus industriel, on est amené à descendre, les industriels sont amenés à descendre très bas en température, et donc il y a une dérogation pour continuer à utiliser des fluides dont GWP est supérieur à 2500 pour des applications militaires ou spécifiques en dessous de moins 50 degrés. De même, il y a une dérogation pour pouvoir utiliser, et ça c'est toujours dans le cadre de la maintenance, des fluides qui seraient recyclés ou régénérés. Mais pour le reste, il est interdit d'utiliser des fluides neufs dont GWP est supérieur à 2500. Enfin, sur les remises en traitement et régénération, comme vous l'avez expliqué Stéphane, il y a une obligation de déclarer l'installation dans laquelle vous avez fait régénérer le fluide. Pourquoi? Parce que dans la traçabilité, eh bien, l'ADEME, en même temps que nous consolidons les données de vos manipulations, l'ADEME va faire le lien avec la consolidation des données issues des distributeurs, des usines et de tous ceux qui interviennent sur le flux. Et donc, ils vont toujours chercher à connecter ce qui sort de chez vous et ce qui rentre dans les usines. C'est pour ça que pour faire le lien entre les deux, il est obligatoire d'avoir l'adresse de l'usine qui réalise la régénération ou le traitement des fluides que vous avez remis entre eux. Je vais ajouter un point pour vous donner un petit peu un état de la déclaration de cette année. Alors quand je dis cette année, pardon, de l'année dernière, pardon, puisque c'était en 2020 que vous déclariez sur vos manipulations de 2019. Ce que vous voyez à gauche, c'est la courbe du nombre d'opérateurs qui a déclaré. Alors en pourcentage. Et on voit, je vais vous donner deux chiffres, on voit qu'au 27 janvier, c'est-à-dire pour une date limite réglementaire du 31 janvier, au 27 janvier, on avait 50% des opérateurs attestés par le SEMAFROID qui avaient déclaré. Donc, autrement dit, les 4 derniers jours sont assez brutaux, et bravo à l'équipe de pouvoir traiter aussi rapidement un tel nombre de demandes et de déclarations. Au 31 janvier, on arrive à 80% et c'est tous les efforts de l'équipe mis en place qui permettent au 28 février d'obtenir finalement 94% de déclarations. Vous voyez que ça ne se fait pas tout seul. 80% des bilans déclarés au 31 janvier, mais quand on regarde, ce qui vient compliquer évidemment la tâche, c'est qu'on a quand même 42% des bilans qui sont non conformes. Donc là aussi, ça veut dire que 4 bilans sur 10 ne sont pas conformes. Alors j'espère qu'aujourd'hui, finalement, à travers ce webinaire, on aura pu contribuer à clarifier un certain nombre de sujets et que on aura pu vous aider à plus facilement déclarer vos bilans. En tout cas, c'était l'objectif de cette présentation. Rendez-vous l'année prochaine pour voir le taux global. On verra. Et c'est comme ça qu'on mesurera finalement si on a quelque part pu passer certains messages. On passe à la session de questions-réponses. Je crois qu'il y a encore eu quelques questions depuis tout à l'heure. Alors, c'est la question, c'est est-ce que le stop limite Alors, je pense qu'il faut relire parce que je ne crois pas qu'il ne voit les questions. Hein. Donc, alors, pour le centre VHU, est-ce que... Pour notre centre VHU, nous avons obtenu notre certification il y a peu de temps. Nous sommes seulement en train de trouver un distributeur pour les bouteilles de récupération. Du coup, nous sommes avec un stock initial et final égal à 0, d'accord.
doit-on quand même faire la déclaration? Alors oui, c'est une obligation réglementaire. On n'a peut-être pas dit ça. Voilà. Vous avez une attestation de capacité, vous l'avez obtenue au cours de l'année 2020 ou avant. Vous avez l'obligation de réaliser cette déclaration. Comme l'a indiqué Madame Bachat, c'est comme pour les impôts. Même si vous n'avez réalisé aucune manipulation, il y a une obligation réglementaire à déclarer que vous n'avez pas manipulé. Si vous voulez, encore une fois, on est dans une logique où, au niveau national, le ministère a besoin de toutes les informations pour réaliser une synthèse de l'ensemble des manipulations. Donc, vous avez une attestation, vous avez l'obligation de déclarer. Alors, désolé d'insister, vous avez précisé dans le champ stock final de fluide usagé, la donnée était issue d'une pesée. Est-ce bien concrètement la pesée des bouteilles de récupération? Alors, je vais peut-être vous dire. Oui, effectivement, vous devez peser vos bouteilles, bien sûr, en déduisant le poids de la tare, hein, ne pas oublier. Hein. Ça, c'est vrai, c'est des erreurs, parce que des fois, on a des écarts comme ça parce que le poids de la tare n'a pas été déduit. Alors, autre question, comment trouver une liste de récupérateurs, c'est distributeurs, hein, pour le R134, donc toujours pour Dragana Ristic, donc qui travaille au sein d'un centre VHU, car nous avons trouvé que EcoGaz. Alors, on peut essayer de vous donner quelques indications, mais il faudrait peut-être à ce moment-là que vous nous posiez la question sur l'adresse mail certification@semafroid.fr en nous indiquant donc votre numéro d'attestation pour qu'on puisse vous localiser et peut-être vous donner quelques noms de distributeurs pas trop loin de chez vous. On sait bien qu'il y a certaines zones qui sont un petit peu excentrées et qui ont des difficultés. Voilà. Alors, autre question, pouvez-vous nous transmettre par mail à la fin de ce webinaire le dossier qui vous est présenté? Alors, je crois que donc, ce webinaire est enregistré. Je me tourne vers la logistique, donc Vincent qui s'occupe de la logistique de ce webinaire. Ce webinaire sera mis en ligne dès demain. Très bientôt. Voilà. Donc, on va pouvoir, du coup, vous pourrez à nouveau le consulter. Voilà. On va vous envoyer le lien demain. C'est justement la question de M. Jean-Marie Heger qui demande s'il sera possible de regarder en replay le programme. Voilà. Bonjour. Vous avez réalisé un tableau Excel de suivi des flux. Sera-t-il possible de fournir à des nouveaux collaborateurs? Alors, on travaille sur ce point-là. On vous proposera quelque chose. On a déjà reçu des sollicitations à ce propos et c'est bien enregistré dans nos tablettes et on va faire le nécessaire sur ce point-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On reste de toutes les façons, encore une fois, disponible. Hein. Quitte à me répéter, je vais redonner. Donc, Vincent a déjà envoyé un message avec l'adresse, je la redonne. Donc, certification singulier @semafroid.fr. Et vous pouvez nous joindre par téléphone. Vous avez toujours un collègue compétent au téléphone au 01 49 84 84 80. On attend quelques secondes pour voir s'il y a de nouvelles questions, mais a priori, on a épuisé la liste des questions. Personne qui souhaite prendre la parole, a priori. Bon, ben alors c'est qu'on a été très clair. Bon. Ah, on a une demande de Valérie Allègre. Bonjour, oui. Madame Allègre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Madame. Super. J'insiste parce que je n'ai pas eu la réponse à ma question qui était mal posée, je pense, mais vous avez dit que dans les premiers champs qu'on devait remplir, les stocks finaux étaient issus d'une pesée. Et pour les fluides usagés, est-ce que c'est simplement la pesée des bouteilles de récupération? La pesée du contenu des bouteilles de récupération. Oui. Implicitement, oui. Donc, c'est bien ça. Ben... On pèse les bouteilles de récupération et ça constitue notre stock final de fluides usagés. Parce que vous allez certainement avoir effectivement des stocks usagés, du stock de fluides neufs également.
Mais ma question, elle est très très simple en fait, parce que Oui, c'est juste la manip qu'on a à faire. On pèse les bouteilles de récup, le contenu des bouteilles de récup, Oui, c'est et on ça. inscrit le poids dans la colonne. C'est bien ça? Ça. Pour votre stock final, voilà. Et ce qui est une D'accord. manière finalement de vérifier que vous n'avez pas de déséquilibre et vous n'avez pas perdu Oui, bien sûr. puisque Mais normalement, ce que vous devez obtenir, vous allez obtenir à partir de votre stock initial, vous rajoutez tout ce que vous avez acheté et récupéré, et puis vous enlevez tout ce que vous avez rechargé et remis en traitement, et vous obtenez du coup, on va dire, un stock théorique final. Et c'est à travers la pesée effectivement physique de ce qui vous reste dans les bouteilles de récupération que vous allez pouvoir valider votre bilan en vérifiant que la valeur obtenue, donc la valeur réelle, est bien proche de la valeur théorique. Évidemment, ce n'est jamais exactement la même puisqu'il y a toujours une erreur une incertitude oui. de mesure, mais c'est à travers cette pesée que vous aurez la vérification de votre bilan. Et puis, je crois aussi que de toute façon, vous êtes obligé physiquement, comptablement, de compter vos stocks. Donc, OK. Et par rapport au stock, la colonne où il y a marqué stock final de fluide au 31/12/2020, en l'occurrence, cette somme-là, qui est faite automatiquement dans l'outil, elle est issue de quelle addition, en fait? De quelle… Donc, du stock final de fluide neuf, neuf, et du stock final usagé. Donc, des deux pesées, en fait. Voilà. C'est la somme des deux pesées. D'accord. Oui. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Il y a une question qui correspond à l'intervention d'Olivier. Je n'ai pas saisi sur les 40 tonnes équivalent CO2 ce qui s'est passé depuis janvier 2020. Ah, d'accord. Alors, le principe, c'est que depuis le 1er janvier 2020, il est interdit de charger du fluide neuf dont le GWP est supérieur à 2500 pour des équipements qui contiendraient plus que l'équivalent de 40 tonnes équivalent CO2. Donc, je vais prendre un exemple, par exemple, du 404, le R404A doit avoir, si je m'abuse, un GWP d'environ 3900 et quelques. Donc, il est interdit depuis le 1er janvier de charger du R404A 9. On va dire la dérogation ou la tolérance qui est admise, mais qui est admise dans la réglementation, c'est que cette interdiction s'applique pour les équipements qui contiennent plus que 40 tonnes équivalent CO2. Donc, si on arrondit grosso modo à un 4000 pour un GWP, ça fait environ 10 kg de R404A. Donc, par exemple, si votre équipement contient moins de 10 kg de 404A, vous pouvez continuer à acheter, à charger du R404A 9. Au-delà. Et bien sûr, pour assurer la maintenance du parc, vous pouvez bien sûr utiliser du 404A recyclé et régénéré jusqu'en 2030 pour pouvoir charger, et ça sans limite dans la quantité contenue dans l'équipement. J'espère avoir été clair. Il n'y a pas de nouvelles questions. Bon, je pense que… Bon, a priori, j'ai été clair. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je remercie l'équipe qui a préparé ce webinaire. Merci aux personnes que vous ne voyez pas non plus et qui se sont occupées de la logistique. Et puis, bien, je vous dis à bientôt pour la déclaration de vos bilans. Oui. Et n'hésitez pas, donc toute l'équipe reste à votre disposition, donc au 01 49 84 84 80 pour toute question. Merci beaucoup. Merci. Et bon après-midi, excellente journée. Au revoir. Au revoir.